On en est à peu près un mois de saison NBA régulière, un mois et demi même. Les corps, les organismes commencent déjà un petit peu à souffrir et on a noté dans Hype quelques blessures et notamment du côté des Clippers, Paul George et Kawhi Leonard qui devaient justement pour ce dernier être un petit peu le leader et le moteur sur le terrain de cette équipe des Clippers pour potentiellement être top à l'ouest. C'est loin d'être le cas. On les avait en preview comme favoris. Dans la configuration optimale, tu sais. Exactement. On va pas peut-être remettre en question nos prédictions maintenant. Non, on peut pas parce qu'ils ne sont pas dans la configuration optimale. Mais prenons déjà ce cas-là et on ira après sur d'autres joueurs blessés. Kawhi, ça commence à faire. Il a 31 ans. Il était déjà quasiment pas présent la saison dernière. On s'attendait à ce qu'il soit vraiment leader, comme j'ai dit. Est-ce qu'on peut encore faire confiance à son physique et à son leadership? Peut-être pas, mais au moins à son physique aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas une question qu'on doit se poser? Pareil pour Paul George, qui était un peu le lieutenant bis, qui ne joue pas non plus tous les matchs cette saison comme il l'aimerait. Dites-moi un peu ce que vous en pensez par rapport à ces deux joueurs. Tu veux prendre la main, Mélissa? Ou tu veux que j'enchaîne? Allez, tu peux y aller. Vas-y. Pour moi, Paul George est peut-être plus fiable que ne l'est Kawhi, parce que Paul George joue quand il a mal. C'est-à-dire qu'il a joué toute une partie de la saison passée avec le coude en vrac. Il va au-delà de la douleur. C'est ce qu'un grand champion fait dans la grande majorité des cas. Kawhi, alors je ne remets pas en question les problèmes concrets qui sont les siens. C'est-à-dire qu'il y a des réelles blessures qui prennent énormément de temps. Et il y a aussi à un moment donné une gestion où tu as une friction au niveau des tendons, des ligaments et autres, où tu peux créer une inflammation qui après tu ne peux plus t'en débarrasser. Donc, tu essayes de te prévenir de ça, tu essaies de te prémunir et de ne pas te mettre dans la zone rouge où à un moment donné, après, tu ne fais qu'être blessé ou tu es que dans la douleur et c'est plus vivable. Le problème, c'est que, comme tu dis, tu regardes la liste. Ça fait beaucoup. Et ça fait plus que beaucoup, en fait. Et est-ce qu'on peut croire en sa fiabilité ou lui faire confiance encore? La réponse est claire, non. On peut juste espérer, il est sous contrat, c'est un énorme investissement de la part des Clippers. Et en configuration maximale, on imagine tout se passe de manière optimale, Kawhi en bonne santé. Tu parles de Kawhi ou de Paul George par rapport à la confiance, pour moi, c'est Kawhi. Parce que comme j'ai dit, il y a plus de fiabilité du côté de Paul. Paul George, ok. Paul George est apte à jouer blessé. Même blessé. Même blessé, et à être bon encore. On s'arrête là-dessus. Vous avez été joueur. Moi, je vais parler à vos expériences sur le terrain. Est-ce qu'on doit accepter de jouer blessé? Bien sûr, tout dépend du niveau de la blessure, mais on a quand même besoin d'être là sur le terrain à des moments clés. Ça reste que la saison régulière. Et puis, les carrières doivent durer. Comment on gère un petit peu vous voyez, un peu ce positionnement versus je dois être là pour mon équipe et pour le projet de l'équipe, et puis mon corps, quoi. Comment on fait? Pour moi, il y a beaucoup trop d'enjeux pour prendre un tel risque. Ça veut dire que pour même un joueur aujourd'hui, pour moi, qui n'a pas forcément une carrière NBA, je reste persuadé que la blessure, il faut prendre le temps au repos parce que c'est plus important d'être sur un terrain longtemps et de terminer une saison correctement parce qu'il y a des enjeux, parce qu'il y a plein de choses. Et non seulement des enjeux sportifs, mais il y a la santé. Pour moi, être en bonne santé, c'est plus important que tout. Alors, jouer blessé, c'est prendre le risque de, entre guillemets, d'être absent et de manquer beaucoup de choses quand tu es blessé. Tu es blessé, tu n'es pas seulement blessé sur le terrain. Quand tu ne peux pas marcher, c'est chez toi que tu ne peux pas marcher. C'est tes enfants que tu ne peux pas prendre soin. Il y a plein de choses, entre guillemets, qui dépendent de ça. Donc, être en bonne santé, c'est la priorité. Un joueur blessé, c'est sur le côté, c'est prendre le temps de revenir, prendre le temps à la convalescence. Par rapport à Kawhi, c'est compliqué parce que c'est un joueur sur lequel on mise beaucoup. Aujourd'hui, les Clippers, même Paul George n'a pas autant d'impact que peut avoir Kawhi dans une équipe. Il est aujourd'hui la personne que les Clippers comptent sur. Pour gagner ce titre aujourd'hui, on a besoin de Kawhi. Cette équipe le sait, le coach le sait, tout le monde le sait. Maintenant, Kawhi, c'est quand même... oui, il y a beaucoup de récidivistes. On a quand même le Spurs quand il a refusé de jouer parce qu'il avait mal, mais on ne savait pas qu'est-ce qui se passait autour de lui, etc. Donc il a été longtemps absent. Mais je pense que c'est aussi un joueur qui a joué dans la douleur. Et qu'à un moment donné, je pense que les joueurs ne sont pas, entre guillemets, des robots. Quand on le sait très bien dans les backstage, quand tu es blessé, on va venir te voir pour te dire bon, tu reprends quand, on va essayer de te voir 15 médecins pour que tu puisses, entre guillemets, avoir des avis différents, etc. On fera tout pour que tu sois sur le terrain. Sauf qu'à un moment donné, jusqu'à ce que le joueur puisse dire stop. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne pourrais pas. Il y a blessure et blessure. La blessure et blessure. Il y a blessure et blessure. Et là, les Clippers, il manque sa première année parce qu'il se fait quand même une rupture au ligament au croisé. Il a quand même une rupture de croisé. Une rupture de croisé, c'est une saison. Et comme je dis, je me suis fait une déchirure là sur le solaire, c'est 7 cm. Le médecin que j'ai vu, c'est le médecin du PSG qui m'a dit voilà, il faut compter au moins 7 cm, c'est
1 cm, il faut compter 1 cm par centimètre de déchirure. Pour que ça puisse cicatriser, c'est une semaine. Donc 7 cm, c'est 7 semaines. Et après, tu vois comment ça se passe et comment ça cicatrise. Il m'a dit, là, ça va, on compte par semaine. Un mec comme Mbappé ou comme Neymar, il a ça, c'est 4 mois d'arrêt sans discuter. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Les enjeux, c'est pas les mêmes. Exactement. On investit beaucoup trop sur ces joueurs-là pour dire qu'aujourd'hui, il est blessé et il revient dans une semaine. Là, il a une entorse à la cheville. Ça prendra le temps que ça va prendre. Une entorse à la cheville, c'est au moins 14 jours. Mais c'est Kawhi. Donc, tu multiplies ça parce que tu veux qu'il puisse être sur le terrain longtemps. Tu as des liaisons qui sont gérables. Tu veux qu'il puisse être sur le terrain, déjà, ce qui n'est pas forcément le cas, et ensuite longtemps. Sportif de haut niveau que vous avez été, est-ce qu'on est toujours à 100% quand on arrive sur le terrain? Très honnêtement, non. Donc comment on fait? Jamais, pas un match. C'est au propre joueur de prendre sa décision, de se dire, bon là je suis apte, j'y vais. En fait, je vais faire référence à ce que disait Michael Jordan dans le documentaire The Last Dance, où à un moment donné, après sa fracture au pied, le président et propriétaire des Bulls dit tu restes sur le côté, Michael. Il y avait 90% de chances que tout se passe bien, mais il y avait 10% de chances qu'il y ait une récidive. Et s'il récidive, fin de carrière, plus de basket. Et Reinsdorf qui essaye d'expliquer à Jordan, mais si tu avais un mal de tête et qu'on met dans ta petite capsule là de cachets, 9 cachets qui vont te guérir et un cachet avec du cyanure qui peut te tuer. Tu risquerais de prendre un cachet? Et Jordan lui dit, ça dépend à quel point le mal de crâne est intense. Intense. Donc pour moi, tout dépend de ton... On a vu par exemple un Klay Thompson qui était totalement désespéré, dépressif, d'être éloigné des parquets. Il en fondait en larmes sur le côté du terrain. C'est quelque chose qui est particulièrement compliqué parce que il y a des blessures. C'est très individuel dans l'approche. Et puis il y a surtout des blessures, comme le dit Mélissa, où tu n'as juste pas le choix. Mais il y a d'autres blessures où c'est j'ai une petite contracture là, je gère, une petite tendinite ici, ok, les soins. Et à notre niveau, alors peut-être qu'en Europe c'est différent parce que nous c'est un match par semaine et qu'à un moment donné il y a une obligation avec moins de matchs où on fait 34 matchs de saison régulière. Il y a plus de temps pour notion récupérer. De descente et de montée, notion de titre et de rétrogradation. En NBA, quoi qu'il arrive, les franchises peuvent dire bon, on fait la passe sur cette année, on l'a signé pour 4 ans, on veut qu'il soit bien, on investit pour l'année prochaine. Tu vois, un Cade Cunningham blessé, on prend aucun risque. Un Kawhi blessé, 40 millions l'année, ok, on prend aucun risque. Un Angelo Tsagarakis, allez, va jouer mon ami. Je voudrais qu'on écoute l'avis de Melvin qui s'est quand même exprimé sur la question Kawhi. Melvin qui le voit jouer en conférence Ouest, pas loin de San Francisco. On écoute Melvin et puis on continue à discuter de tout ça. Pour moi, Sylvain, dans la liste que tu viens d'énumérer des joueurs qui manquent le plus à leur franchise, pour moi, celui qui manque le plus à la sienne et de loin, c'est Kawhi Leonard. Tout simplement parce que son absence change absolument tout pour les Clippers. Avec lui, on parle d'une équipe qui était prétendante au titre, prétendante à la couronne de la conférence Ouest. Et sans lui, on parle d'une équipe qui est une équipe moyenne de la conférence Ouest, une équipe dans le ventre mou. Et encore faut-il que Paul George soit également présent. Mais c'est vrai que personne dans l'effectif actuel des Clippers ne peut répliquer ce que fait Kawhi Leonard. Et malheureusement pour eux, s'il n'est pas là, c'est une saison qui passe un peu à la trappe. Et j'ai envie de dire encore une fois, parce que depuis son trade et son arrivée à Los Angeles, au final, les Clippers n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il y a eu une finale de conférence il y a 2 ans, mais elle est arrivée alors que Leonard s'était blessé au premier tour des playoffs. Donc au final, ça change vraiment tout. Ça change leurs ambitions sportive, mais ça change aussi l'avenir de la franchise parce qu'on sait que Steve Ballmer met les moyens, il construit une nouvelle salle, il veut vraiment aller chercher ce titre, mais si après 4 ans tu as rien à montrer et tu ne veux pas te reposer sur Kawhi Leonard, va falloir changer de direction et on sait qu'en NBA ça va prendre beaucoup de temps. Alors, élargissons un petit peu l'angle. Je le disais en introduction, plusieurs joueurs sont blessés. Nous, on en a noté 5. On peut peut-être vous les présenter. Damian Lillard, donc pour Portland. Tension au mollet. Kawhi Leonard, donc c'est une entorse à la cheville. On ne l'avait pas précisé. Paul George, élongation aux ischios, donc les 2 Clippers. James Harden, élongation au tendon du pied. Et LaMelo Ball, qui s'était fait une très très grosse entorse en pré-saison et qui n'est toujours pas revenu, qui n'est pas dans le carton. Donc parmi ces 5, lequel le manque plus à sa franchise, Mélissa?
Kawhi. Kawhi? Kawhi Leonard, ouais. Ok, je te laisse développer. Oui, parce que Kawhi, pour moi, aujourd'hui, il est la clé des espoirs des Clippers. Okay. Et tout simplement, comme on a pu l'entendre, il a un impact défensif qui est incroyable sur le terrain. Ça veut dire que quand il est là, il impacte non seulement, il impacte des deux côtés du terrain, défensivement, avec les mains immenses qu'il a et la place qu'il prend sur le terrain. Et offensivement, quand il a la balle dans les mains, c'est quand même une sérénité pour toute l'équipe. Tu sais qu'il va en faire quelque chose, tu sais qu'il va faire la bonne passe, tu sais qu'il va faire la différence. Et s'il ne le fait pas, il prendra son rebond et il en mettra dedans. Donc pour moi, aujourd'hui, il est vraiment la clé du succès des Clippers. Il est la personne sur qui ils ont misé. Et ils ont eu raison de le faire parce qu'il a montré à plusieurs reprises qu'il était quand même ce joueur-là qui est, entre guillemets, offensivement inarrêtable et défensivement impressionnant. Donc pour moi, ça reste parce que si je prends aujourd'hui James Harden, aujourd'hui, on regarde encore le dernier match, tu as 3 joueurs qui sont à plus de 20 points, tu as encore Embiid qui met 30 points, ils ont gagné. Donc je veux dire qu'aujourd'hui, ça dépend moins de lui. Et puis, il n'est pas the franchise de cette équipe. Ouais, en fait, Kawhi, c'est le Joel Embiid des Sixers, de la même manière que c'est le Damian Lillard des Blazers. Donc il représente tout ça. Et en plus de ça, c'est-à-dire que si je prends Kawhi, c'est parce qu'aujourd'hui, on sait qu'avec lui, les Clippers ont une chance de pouvoir aller chercher ce titre. Si je prends Damian, même s'il sera là, s'ils arrivent à atteindre les playoffs, ça sera entre guillemets un succès pour eux. Si je prends aujourd'hui, comme on dit, voilà, okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans Harden, les Philly peuvent encore aller en playoff. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'impact qu'il a change tout pour cette équipe. Elle change complètement tout, la dimension de l'équipe. Donc pour moi, c'est pour ça que je le mettrai devant, non seulement à cause de son impact, mais aussi à cause de l'impact de toute une équipe dans le classement qui change tout. Donc là, oui. Tout est construit autour de Kawhi, surtout cette année. On se souvient des propos de Nicolas Batum, où lui-même se disait que cette année, ça allait être leur année. Pour l'instant, ça ne démarre pas très bien. Mais l'important, c'est la même. Si tu veux, je ne mets pas de classement, je ne priorise pas une absence plus que l'autre. Elles ont le même impact. Chaque franchise a des enjeux différents. Chaque franchise a des ambitions différentes. Mais quoi qu'il arrive, chaque franchise a un franchise player, un joueur sur qui tout est basé, autour de qui tout est construit. Et donc, quand ce mec-là manque… ça déstabilise le projet. Complètement. À court terme. Tu peux évoquer du coup le nom du joueur qui impacte le plus par son absence? Pour moi, c'est Damian Lillard. Parce que, contrairement à un Kawhi Leonard, qui n'a pas créé encore de culture du côté des Clippers, Damian Lillard, c'est les Blazers. Tout ce qui concerne les Blazers et l'identité de jeu, la culture de la gagne, c'est Dame Time. Damian Lillard. C'est-à-dire que cette franchise a été construite sur la durée maintenant depuis une décennie autour de ce joueur. Kawhi est arrivé en grande pompe, grande recrue. Il est venu en binôme. Il ne faut pas oublier qu'il est venu avec Paul George. C'était supposé être Batman et Robin du côté de Los Angeles. Reprendre la ville en main et créer en fait une nouvelle culture qui est très Lakers là-bas. Qui est même uniquement Lakers, si on veut vraiment être pragmatique vis-à-vis de l'amour qu'ont les gens pour ces deux franchises dans la ville de Los Angeles. Donc, du côté de Portland, c'est Damian Lillard. Ouais. Tu vas regarder Damian Lillard comme étant à la même échelle qu'un Clyde Drexler et dans le temps, probablement dépasser Clyde Drexler, même si avec Drexler et Terry Porter, ils sont allés en finale NBA 2 fois. Génération pour les plus jeunes, 90. Ouais, c'est ça, 90, Dream Teamer, Clyde Drexler. Mais si tu veux, Damian Lillard, vu que c'est lui le go-to guy, et c'est aussi lui qui donne ce sentiment que tout est possible une fois qu'il est sur le terrain. Tu retires également le meilleur scoreur de l'équipe. C'est-à-dire que, est-ce qu'ils ont la profondeur de banc pour pouvoir pallier à l'absence d'un mec qui a quasiment… Alors on va te répondre, on a un carton fait par notre chef d'édition, qui bosse très bien d'ailleurs, Lucien. 20 journées en NBA pour les Blazers. Il y a 9 matchs manqués donc pour Damian Lillard. Le bilan avec lui, c'est 7 victoires, 4 défaites. Le bilan sans Damian Lillard, c'est 4 victoires, 5 défaites. Et on rappelle donc la blessure actuelle, tension au mollet droit. Donc ça confirme aussi un petit peu, même voire beaucoup tes propos. Moi je voudrais qu'on aille sur un joueur… avec lui en début de saison, ils étaient dans le top 4 de la conférence. Ils étaient dans le top 4, ouais. Très très gros début de saison, effectivement, donc, avec Damian Lillard. Surtout dans une NBA aussi homogène, Sylvain. C'est-à-dire que là, plus que jamais, je ne parle pas juste du niveau global de la Ligue, mais le bas de classement reste le bas de classement et le haut de classement reste le haut, mais il est au-delà des Celtics et des Bucks, et on peut peut-être mettre Phoenix. Il y a très très peu d'écart sur le top 12-13 de la conférence. Ça se joue à 2 matchs près, tu peux être 3e de la conférence à l'heure actuelle. Un mot sur la Melo Ball.
qui n'a pas joué un match cette saison. Les Charlotte Hornets sont pas très bien en ce début de saison, bord play-in, voire même ils sont surtout candidats à la loterie là. Hein. Voilà, joueur playmaker, joueur qui met les autres un petit peu en valeur, très flashy aussi, capable de faire beaucoup de choses. On voit là d'ailleurs le carton, les boules pour ball. Bien joué Lucien. 21 journées, 18 matchs manqués, donc il a joué un petit peu quand même. Une victoire, 2 défaites avec la Melo Ball et 5 victoires, 13 défaites sans la Melo Ball, entorse de la cheville gauche. Est-ce que c'est pas justement peut-être le joueur le plus impactant pour son équipe, qui manque à son équipe en ce début de saison, tant autour de la Melo Ball? Gordon Hayward est là, mais bon, voilà, on sait que c'est pas toujours. Et en plus, c'est le même problème de blessure. Ouais. Est-ce que c'est pas lui justement qui manque le plus aux Charlotte Hornets pour tenter d'être milieu, voire bord de playoff? Alors, ce qui manque aux Charlotte par rapport à la Melo, c'est pas seulement un joueur, c'est une star. Sur le terrain, c'est une star en dehors du terrain. La Melo, c'est celui. Star et pas superstar, on est bien d'accord. Il n'est pas encore superstar. C'est vraiment. Mais je dis star avec un vrai S. Et vraiment, je pèse le mot parce que ce petit, je me rappelle encore le jour de sa draft. Tout le monde, je n'ai pas dormi de la nuit pour savoir il serait numéro 1 ou numéro 2. Mais c'est de voir l'engouement autour de lui, les gens qu'il a ramenés dans cette salle, l'amour de Charlotte qui est revenu. Parce que voilà, aujourd'hui, si on devait regarder le nombre de maillots qu'il a pu vendre, juste les Charlotte ont pu vendre grâce à la Melo. La Melo, aujourd'hui, il donne envie de regarder les matchs de Charlotte, il donne envie d'y aller, il donne envie. Et pour moi, c'est vraiment tout ça que représente la Melo Ball. Donc oui, il manque à l'équipe, mais il manque surtout à toute la hype autour de Charlotte la pour ville, justement lancer le projet. Oui, moi, c'est vraiment ça que je dirais par rapport à ce garçon. Et il est juste... C'est beau et ça donne envie de le voir jouer. Quand tu vois la Melo Ball jouer, tu as envie de jouer au basket. Ce petit te fait des choses incroyables, tu sais jamais ce qu'il va faire. Il a un courage énorme, il a peur de personne. Il donne envie de voir jouer et ça fait plaisir. Quoi. Ça fait vraiment plaisir. Mais il y a des blessures différentes. Tu vois, tension au mollet, c'est un truc que tu gères bien. Le problème avec les blessures qu'ont les Kawhi Leonard et consorts, quand tu vas dans des blessures extensives qui t'immobilisent longtemps et autres, c'est que quand tu reviens, généralement, tu compenses. Et quand tu compenses, qu'est-ce qui se passe? D'autres blessures apparaissent. D'autres blessures apparaissent. Donc, tu vas voir que ça se déplace, ça se dispatche sur toute ta morphologie. À un moment donné, c'est ischio, après c'est le dos. Après Dernier mot. Et Angelo le dira aussi, c'est quelque chose, il faut savoir que tous les sportifs, il n'y a pas un sportif aujourd'hui qui a eu une carrière et qui joue sans blessure et sans douleur. On a tous des douleurs, on a tous des pathologies qui sont restées. On a charge tous, au sportif de haut niveau de manager un petit peu ça et de jouer avec. Il y a tous les joueurs, quand bien même tu seras absent 6 mois, 8 mois, 9 mois, 11 mois et des années, tu reviendras, il y aura toujours quelque chose, entre guillemets. Les sportifs ont l'habitude de jouer avec des douleurs. C'est ce que disait Kobe au sujet de LeBron, hein. Paix à son âme, mais c'est ce que disait Kobe au sujet de LeBron. LeBron qui commence à avoir de plus en plus de blessures. Et Kobe lui disait, il va falloir maintenant qu'il adapte son jeu, de telle sorte à ce que lui qui joue d'une certaine manière puisse arriver à un moment donné où il se gère. Il utilise moins certaines choses qui sont plus à même de l'amener vers la blessure. Sujet intéressant. Ouais, pas mal de ramifications et d'angles. On pourra aussi développer justement cette notion un petit peu de comment gérer quand on arrive en fin de carrière.